Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici au sud de l'Espagne, en Andalousie. Comme vous le voyez, on va vous parler bien sûr de la récolte d'olives et puis je vais vous amener aussi dans le plus grand pressoir au monde d'olives. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et vous découvrirez aussi des matériels bien sûr comme chaque semaine. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, le week-end dernier c'était la sortie de Farming Reality sur notre chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, quelques-uns des meilleurs extraits seront présents dans votre émission d'aujourd'hui. Cette semaine, l'équipe Power Boost était en Andalousie pour vous faire découvrir le plus grand pressoir à olives du monde. Nous vous parlerons aussi machinisme et d'autres sujets que vous ne voudrez surtout pas manquer. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Ebis Repetita. Le salon Agritechnica qui devait se dérouler du 27 février au 5 mars 2022 vient d'être annulé par les organisateurs. La reprise épidémique a en effet poussé la DLG, la société qui organise l'événement, à repousser la date du 12 au 18 novembre 2023. C'est un coup dur pour l'Agritechnica, ses exposants et ses visiteurs, mais aussi pour le machinisme agricole dans son ensemble, alors même que le salon avait été repoussé une première fois d'1 an, de février 2021 à février 2022. Comme chaque semaine, un bon conseil pour réduire sa facture d'engrais. Alexandre, je pense qu'on va parler modulation des apports d'engrais. Exactement Jean-Paul, parce que c'est aussi un des gros leviers d'économie sur le post-engrais. Alors, concrètement, ça c'est un argument que j'entends souvent des constructeurs de matériel pour acheter tous ces systèmes. Oui bien sûr, mais ce serait qu'un argument de vente si on avait des parcelles homogènes, ce qui est quand même jamais le cas. Et je vais te montrer deux exemples très précis chez des clients l'an dernier, un en blé, un en colza. Tu vois en blé ici, c'est une parcelle sur laquelle l'agriculteur apporte 210 unités. La modulation, le conseil de modulation, ça a ramené à 175 unités. Ça veut dire que c'est 70 € d'économie à l'hectare, c'est pas rien quand même. Et sur la deuxième carte, ici on est sur du colza, l'agriculteur apporte 196 unités, le conseil de modulation c'est 180 unités, et là c'est équivalent à 30-35 € d'économie. Donc ça va vite. Et si on veut en savoir plus, on peut t'appeler ? Vous pouvez m'appeler, vous pouvez nous envoyer un mail ou vous connecter aux réunions qu'on fait gratuitement chaque semaine. Merci beaucoup Alexandre. Merci Jean-Paul. Voilà, je vous retrouve devant cet olivier, vous savez, il a quasiment 100 ans. Alors cette semaine, il y a eu un salon, le salon des entrepreneurs de travaux agricoles, et ça a été pour nous l'occasion de faire un focus sur une nouvelle herse, vous allez voir, vraiment très ingénieuse. Et oui, cette semaine, nous nous sommes rendus au salon des ETA qui se déroulait à Tours du 14 au 16 décembre. Et sur le stand de Maschio Gaspardo, une nouveauté a particulièrement attiré notre attention et celle de beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc ici nous avons la nouvelle herse rotative en avant-première en France, la Toro Isotronic. C'est la première herse rotative au monde à avoir une communication Isobus. Cette communication Isobus va permettre de gérer depuis le poste de conduite tous les paramètres de la machine, dont la profondeur de travail. Vous allez pouvoir voir la vitesse de rotation de vos toupies, la température d'huile de vos boîtiers. Vous avez aussi des capteurs sur lorsque vous allez replier la machine où on va venir aligner automatiquement donc, nos cardans pour que l'on ait un repliage efficace. Nous avons également innové vis-à-vis de la télémétrie avec le TT Connect, donc l'agriculture 4.0. Nous avons une forte demande sur ce marché-là aussi pour les grosses exploitations, les gros entrepreneurs, pour venir gérer leurs machines à distance. Nous allons aussi pouvoir sortir des statistiques, donc sur les pièces d'usure par exemple, sur l'usure de vos dents, sur la profondeur de travail réalisée. Via les cartes de prescription, vous allez pouvoir aussi régler automatiquement la profondeur de travail. La herse rotative présente donc des innovations au niveau électronique et télémétrique, mais également au niveau structurel. Au niveau du châssis, sur l'aile arrière, donc on a un renfort sur le pivotement de la herse rotative. Sur le châssis central, nous avons également une réserve d'huile qui va permettre d'allonger les intervalles d'entretien et de faciliter aussi le refroidissement de notre boîtier central. Nous avons déposé un brevet aussi sur les chapeaux de chaque tête de rotor, donc le Power Hub, une tête sur chaque toupie qui est renforcée. On a également un nouveau rouleau packer, donc avec un diamètre de 550 mm
et des roulements qu'on a brevetés aussi, des roulements blindés avec une durée de vie beaucoup plus longue et beaucoup plus solide aussi dans le temps. Et ce nouvel équipement devrait intéresser les entreprises de travaux agricoles et les grandes exploitations pour plusieurs raisons. L'avantage pour les grosses exploitations et les entrepreneurs va être que nous avons une facilité de réglage de tous les paramètres de la machine via donc notre communication Isobus, via le terminal de contrôle du tracteur ou le terminal de contrôle proposé par Maschio Gaspardo. L'autre intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir repousser les limites de la machine, donc avec des intervalles d'entretien plus forts et une qualité technico-structurelle encore plus forte que la Toro déjà existante. Donc la Toro Isotronic est déjà disponible à la vente. Elle est disponible en 3 modèles, donc en 5 mètres, 6 mètres et 7 mètres. Et très prochainement, vous allez pouvoir la retrouver sur d'autres modèles, donc par exemple sur la Jumbo Isotronic et l'Aquila Isotronic. C'est ici sur ce quai gigantesque que sont déchargées chaque année 80 000 tonnes d'olives. Certaines de ces olives sont déjà nettoyées. D'autres passent à travers une soufflerie pour enlever les feuilles restantes, puis par un bain d'eau pour supprimer les résidus terre et les cailloux. Une fois lavées, les olives sont ensuite broyées dans les moulins, pulpe et noyaux compris, avant d'arriver à l'étape suivante. Maintenant, on entre dans le cœur du plus grand pressoir du monde avec 14 homogénéisateurs qui vont venir alimenter 14 centrifugeuses horizontales, puis ensuite 10 centrifugeuses verticales. Les machines à axe horizontal permettent le meilleur débit, tandis que celles à axe vertical améliorent la finition du produit. Dans la pièce suivante, on découvre 40 cuves qui assurent la décantation de l'huile. L'huile est récupérée en surface, tandis que le dépôt est évacué en bas de cuve. Ensuite, le stockage est assuré dans 120 cuves. Chaque acheteur des stocks d'huile peut, grâce à des capteurs, vérifier l'évolution du produit. Ce pressoir cible la neutralité carbone en réutilisant les noyaux pour assurer l'alimentation des chaudières nécessaires au process. Le résidu du pressage passe dans un ultime séparateur afin d'isoler les noyaux de la pâte qui contient encore des traces d'huile. Cette dernière est acheminée par camion à 15 km de la coopérative pour subir un ultime pressage permettant l'obtention de l'huile de seconde qualité, tandis que le tourteau est incinéré pour la production d'énergie électrique. Une fois triés, les résidus de noyaux d'huile d'olive sont mis en big bag, puis en sac de 50 kg pour être commercialisés sous forme de pellets pour le chauffage des particuliers. Au final, les 80 000 tonnes d'olives livrées à la coopérative permettent d'obtenir 20 000 tonnes d'huile d'olive, 45 000 tonnes de tourteaux qui seront incinérés et 15 000 tonnes de noyaux qui seront commercialisés auprès des particuliers comme combustible. Vous le savez, ce dimanche à 18 h, on a diffusé l'émission Farming Reality, le show. Si vous n'avez pas pu le regarder, voici quelques temps forts. Et attention, top départ. L'épreuve est simple, il faut changer la roue en prenant le moins de temps possible. On lève avec un cric. Parti là, ça commence à s'organiser un peu plus là. On dévisse, on pousse la roue. La roue est enlevée, la roue est enlevée, ça part. Allez, le pneu qui est tombé. Roue, normalement c'est terminé. L'arbitre regarde, il check. L'arbitre vérifie que tout est bon. Ah ouais. Est-ce que c'est good l'arbitre? Ok, donc il check à la main. Ok, c'est bon. Épreuve numéro 2. Allez, c'est parti. Ils sont déjà avantagés. Hein. Ouais, c'est ça. Donc le bonus, petit rappel, du coup il démarre sur la première botte. Après la course, encore faut-il savoir démarrer le tracteur. Attention, l'arbitre demande la carte jaune. La porte n'est pas fermée. Et surtout, restez concentrés pour ne pas être pénalisé. Il n'arrive pas à baisser les volants. Alors faut qu'il fasse attention parce qu'il faut qu'il arrive jusqu'à un certain trait. Là, attention, il va passer la ligne, il est sur la zone. Hop, c'est touché, bam. Allez. Prochaine manœuvre, donc là c'est assez simple, faut juste rouler droit et se remettre sur la ligne. Du coup là, l'épreuve va se terminer, juste à planter la fourche. Et là du coup ça va être une fin de chrono. Voilà. Épreuve numéro 3, c'est parti. Petit pas saché, pas chaché. Les petits pas chachés. Alors là faut trouver Les et ronds, c'est dans vraiment la paille Mais la clé. complètement. C'est bon, c'est récupéré. Allez, c'est bon, ça passe. C'est parti, ça va démarrer le tracteur. Oula, clairement on voit. Ah ouais, tac, directement une tactique. Voilà, hop, c'est posé parfait. impeccable. Ah ouais, mais là elle va nous faire tout le plateau comme ça. Elle prend large, franchement c'est maîtrisé pour l'instant. Oui. Le tour complet.
Le tour. Et là, les gaz, les gaz. Allez, pour le fun, allons jusqu'au bout. De toute façon, c'est terminé. Bon, ben c'est terminé. 4e épreuve. Et c'est parti pour un recherche de boules. C'est pas vraiment caché quand même là. Ouais, c'est pas caché, mais il trouve rien. Alors, Allez, on tape main sur le cône. Et encore une fois, une magnifique roulade. Là, il est bien, tu crois? Non. Non. Et là, tu vois, dans cette configuration, avec un petit t-shirt blanc, on voit tout de suite que tu as forcé sur la choucroute. Non, non, il y a un changement de chauffeur là. Alors attention, le slalom. Oh, ça pas passe mal. Voilà, donc là, il est censé poser l'outil. Et c'est un collègue à lui qui doit dételer. Alors, on a l'impression que ça va tout seul, mais non, c'est pas sûr. Allez, pas terminé. mal, pas mal. On est de plus en plus sensible à la moindre compaction des sols, mais il semblerait qu'en viticulture, on fait peut-être moins attention à la pression des pneus. Gilbert Grenier, bonjour. Bonjour. Alors Gilbert Grenier, vous avez du recul et justement, il y a quelque chose où vous dites non, là on marche sur la tête, ça concerne les pneus, ça concerne la viticulture et ça concerne tout ce qui est tracteur et enjambeur. Oui, en fait, la principale préoccupation, alors maintenant qui vraiment émerge, c'est la protection des sols et en particulier la protection contre l'érosion et contre le tassement. Les deux ne sont pas forcément liés, mais bien souvent, il y a un lien entre les deux. Et le facteur qui aggrave ces problèmes-là, c'est souvent la pression des pneumatiques. On l'a vu en grande culture, en particulier avec le CIMAT 2017 où les médailles c'était des pneus qui se déforment ou du télégonflage, donc des opérations qui permettent de travailler à basse pression et de limiter tous les phénomènes de tassement des sols. En viticulture, on est loin de tout ça. Alors c'est vrai qu'on a des vignes qui sont quand même assez étroites et puis des tracteurs qui s'allongent parce qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des composants pour atteindre les stages supérieurs, bah effectivement ça pèse de plus en plus lourd. Oui, ils ont pris de l'embonpoint et donc effectivement pour pouvoir passer, on est limité par le gabarit des vignes, donc on ne peut pas élargir les pneumatiques, c'est très difficile de faire du télégonflage puisque il y a quand même des risques d'arracher les systèmes, donc on est sur des pressions qui sont largement au-delà de ce qu'il faudrait. Il faudrait être en dessous d'un bar. On est bien souvent au-dessus de 2, voire de 4 bars. Ici, on est à 2,2. Ouais. Donc, c'est déjà peu par rapport à d'autres, mais c'est déjà trop par rapport aux préoccupations du sol. Bon, d'accord, mais quelles sont les solutions? Alors, les solutions ne sont pas immédiates pour certaines. Donc, déjà, peut-être sur certains modèles, mettre des pneus plus hauts, puisqu'on ne peut pas les mettre plus larges, mais on pourrait les mettre plus grands. Donc déjà on augmente l'empreinte au sol. Des pneus déformables, les nouveaux pneus type Trelleborg où l'empreinte au sol est également plus grande. Donc là on est sur le pneumatique, donc essayer de baisser la pression en augmentant l'empreinte du pneu. Autre solution, c'est d'arrêter d'alourdir les tracteurs et faire des engins plus légers. On le voit avec les robots, justement, au lieu d'avoir 6 tonnes, on descend 1 tonne. Donc moins de poids, c'est moins de tassement. À condition évidemment d'avoir les pressions adaptées, ce qui n'est pas toujours le cas même sur des robots. Et puis autre chose, peut-être aussi revoir à plus long terme la vigne elle-même. Alors par exemple en Champagne, on parle de vigne semi-large, maintenant c'est autorisé. Eh bien en élargissant les espaces entre rangs, on peut avoir des tracteurs dont les pneumatiques peuvent être plus larges. On peut avoir donc des techniques différentes, on peut mettre du télégonflage et on peut avoir des outils qui sont éventuellement moins lourds. Ça, ce sont vraiment des préoccupations sur le long terme. Ça a aussi un intérêt, les vignes semi-larges ou les vignes larges, c'est qu'avec le dérèglement climatique, les risques de gelée, plus la vigne est haute, moins on est sensible au risque de gelée blanche par exemple. Et donc il y a une tendance naturelle à faire évoluer les vignes vers des vignes plus larges et plus hautes. Merci beaucoup Gilbert. De rien. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici en Andalousie, au sud de l'Espagne, vous a plu. Je remercie tout particulièrement la coopérative Nuestra Señora del Pilar de nous avoir accueillis. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.